Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Eureka Talent. C'est Fabrice Loredana encore avec vous. On reçoit aujourd'hui un nouvel invité qui nous vient tout droit de Paris juste pour nous. On se sent privilégié. On va parler de consulting et on va recevoir Chérif Traoré. Bonjour Chérif. Bonjour Loredana. Comment ça va? Ça va bien et toi? Je suis contente de te voir. Pareil, ça fait plaisir. Le trajet n'a pas été trop dur? Non, ça va, ça a été. Bon, en tout C'était cas. très tôt le matin, mais ça a été. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup encore. Et aujourd'hui, on va parler de consulting avec toi. Et je vais t'expliquer un peu comment ça va se passer. La première rubrique, c'est qui est Chérif. Après, on va parler de ton parcours. Ensuite, de ton métier au quotidien. Et enfin, on a une surprise. Bon, j'espère que tu aimes les surprises. Oui, ça dépend lesquelles. On verra. Donc, la première question, c'est est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Très bien. Déjà, merci de me recevoir sur ton plateau aujourd'hui. Donc, moi, c'est Chérif Traoré. J'ai 29 ans et je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en France il y a à peu près 10 ans maintenant. Et donc, pour présenter un peu rapidement mon parcours dans les grandes lignes, donc j'ai commencé mes études en Côte d'Ivoire, puis je suis arrivé en France pour la partie universitaire. Et actuellement, je travaille en tant que consultant en transformation numérique dans un cabinet parisien. D'accord. C'est très complet. Avant de continuer, la Côte d'Ivoire et la France, qu'est-ce que tu préfères entre les deux, si tu préfères quelque chose? Joker. Non, en fait, j'aime les deux. Je dirais la Côte d'Ivoire, c'est ma patrie, c'est mon sang et tout ça. La France est mon pays d'adoption. Et à ce stade, je préfère ne pas choisir parce que je pense que mon expérience est constituée d'un peu des deux. J'aime les deux pays, donc je vais pas trancher. Désolé. C'est complet, hein? En tout cas, tu es le premier qui dit qu'il va pas choisir, parce que les autres ont tous fait un choix. Tu as emboîté le pas sur ton parcours, donc je vais te laisser présenter ton parcours finalement dans les grandes lignes. Donc, comme je le disais tantôt, donc moi j'ai commencé mes études en Côte d'Ivoire. J'ai fait un bac scientifique, donc un bac D. C'est l'équivalent de bac en sciences de la Terre, donc le bac S en France, mais plutôt spécialité sciences de la vie et de la Terre. Et ensuite, donc j'ai rejoint l'université de Cocody à Abidjan. J'ai fait une spécialité en chimie, biologie, géologie. Donc il s'agissait d'un tronc commun où en fait l'objectif c'était de pouvoir avoir les fondamentaux, pour pouvoir derrière adresser les métiers de la biologie, de la chimie et de la géologie. Et suite à la première année, donc moi j'ai décidé de me spécialiser en biologie. Et donc j'ai commencé ma licence 2 en biologie à l'université d'Abidjan. Et suite à cela, donc j'ai eu une admission en France à Aix-Marseille Université. Donc je suis arrivé pour faire une licence en sciences de la vie. Donc j'avais abandonné la partie géologie. Et donc la première année s'est tenue à Aix-en-Provence. C'était très intéressant comme expérience. Puis par la suite, il fallait aller à Marseille pour finaliser la licence. J'ai obtenu une licence en biochimie et chimie biopharmaceutique à l'université d'Aix-Marseille, donc plutôt à la faculté de sciences de Lumini. Et donc après cette licence, je suis arrivé en master 1 en bioinformatique. L'intitulé exact, c'était développement logiciel et analyse de données biologiques. Donc j'ai fait uniquement la première année du master et ensuite j'ai fait un stage pour clôturer cette première année. Donc je te dirai un peu plus en détail pourquoi ce stage il est déterminant. Et donc après cette première année de master, donc j'ai décidé de pouvoir en fait switcher un petit peu et changer de voie. Donc je suis allé en école de commerce, je suis allé à Grenoble pour être précis. J'ai fait l'école de management de Grenoble. J'ai fait un master spécialisé en gestion des systèmes d'information et du numérique qui a abouti derrière sur le métier de consultant que j'exerce aujourd'hui. D'accord. Donc, très complet. Merci pour ça. Donc, tu as fait Côte d'Ivoire, Aix, ensuite Marseille et après Grenoble. Et à chaque fois, tu faisais pas la même chose. Donc, Côte d'Ivoire, tu as fait CBG, donc chimie, biologie et géologie. Après, tu as fait biochimie. C'est ça. Et après, tu as fait bioinformatique. Et après, management des systèmes d'information. C'est bien ça. T'as Ok. bien résumé. Waouh. Et donc, tu dis que tu fais un stage. Et que ce stage-là fait que tu switches totalement en management. Mais est-ce que ce stage-là dure combien de temps déjà? Alors, les stages de Master 1 à l'université, en général, c'est 2 mois à 4 mois. Et donc, moi, c'était à peu près 3 mois de stage que j'ai exercé dans un laboratoire rattaché à l'université et au CEA. Et donc, c'était à la fac de sciences de Lumini. Et donc, au bout de ces 3 mois de stage, donc, fallait que je fasse un choix un peu stratégique pour mon avenir. Et donc, j'ai identifié que j'étais pas forcément fait pour le métier de chercheur, à la fois en lien avec la formation que j'exerçais à ce moment-là, et aussi la partie expérience professionnelle qui m'a fait me dire que finalement, peut-être que je n'étais pas fait pour être chercheur. D'accord, mais un stage de 3 mois, est-ce que tu penses que c'est suffisant? Bon, je vais pas en faire une généralité parce qu'il y a des gens qui ont mis
plus longtemps en fait avant de savoir que bah, c'est pas ce que je veux faire. Mais en 3 mois, tu trouves pas que c'est un peu court, même si aujourd'hui tu as bien réussi, hein. Donc qu'est-ce que tu peux dire en fait à ce propos-là? Je dirais pas que c'est suffisant 3 mois, mais je pense que déjà le fait de mettre un premier pied dans le monde professionnel, que ce soit en entreprise ou en laboratoire, ça nous permet de pouvoir identifier si oui ou non on a un intérêt. Peut-être que l'intérêt il sera moyen ou faible ou fort. Et pour moi, les 3 mois, ils m'ont permis d'avoir un certain déclic en disant, tiens, si en 3 mois je me plais pas forcément Mhm. en me professionnalisant sur ce que je fais actuellement, peut-être que je devrais explorer d'autres possibilités. D'accord. Et donc, CBG, donc chimie, biologie, géologie. Pourquoi tu fais pas de la géologie? Bon, salut Paul, si tu nous vois. Pourquoi tu fais pas de la géologie et que tu te tournes plutôt vers les autres? Tu parlais de Paul, il faut savoir que j'ai fait la même fac avec Paul Ok. en Côte d'Ivoire et moi j'ai choisi l'autre voie. En fait, pourquoi j'ai pas fait de géologie? Je pense que j'avais des facilités dans tout ce qui était biologie. C'est Mhm. la première chose. La deuxième chose, c'est que les cours qu'on a eus aussi m'ont permis de pouvoir montrer un certain intérêt à la partie biologie plus que à la géologie. Et donc, vu que c'était une professionnelle, enfin une spécialisation par la suite, j'ai fait le choix de la raison, de partir vers ce que je Mhm. maîtrisais le mieux et ce qui m'intéressait le plus, à savoir la biologie. D'accord. Ok. Et j'avais posé cette question aux précédents invités. Je leur ai demandé, ils ont fait plusieurs systèmes en fait d'études. Donc, ils ont fait la France, il y en a qui ont fait la Martinique. En tout cas, ils venaient tous de quelque part avant d'arriver en France. Donc, toi qui as fait la Côte d'Ivoire, tu as étudié là-bas. Toi qui as fait la France, tu as étudié ici aussi et tu as travaillé ici. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre les systèmes scolaires, universitaires? Forcément, le système scolaire, je l'ai pas fait ici, mais sur le système universitaire, Ah, il universitaire. y a une différence qui peut être assez notable, hein. Si on se met du point de vue académique, pédagogique, etc., moi j'ai bien aimé mon expérience universitaire en France, Mhm. puisqu'il y avait un volet pratique un peu plus fort que ce que j'ai pu connaître à Abidjan. Et du point de vue humain, je dirais que la balance penche un peu plus sur Abidjan, mais je suis venu en fait pour apprendre, donc pour moi ça se compensait un peu parce Mhm. que le système académique en France est fait pour qu'on puisse déjà via des travaux pratiques pouvoir expérimenter ce qu'on voit en théorie, ce qui m'a un petit peu manqué quand j'étais à Abidjan. Parce que Paul, en fait, qui a fait la Côte d'Ivoire et la France, il parlait de la différence liée à la matière, en fait, finalement, qu'on étudie. Lui, par exemple, il Mm. étudie la géologie. Et en Côte d'Ivoire, on vous apprend un certain type de roche. Et quand il vient, en fait, en France, il commence sa première année de master en Côte d'Ivoire. Et quand il revient ici, en fait, on le ramène en L2. Donc, c'est un peu déroutant, mais il a justifié ça par le fait que bah, c'est normal si les examinateurs jugent que tu dois retourner en arrière pour revenir. C'est eux qui savent plus ou moins pourquoi et qu'il y a une question de remise à niveau. Et le concernant, en fait, c'est surtout parce que les roches, selon l'endroit où tu te trouves, elles sont pas les mêmes. Mm. Donc, tu as étudié des roches en Côte d'Ivoire que tu vas pas retrouver, en fait, en France, d'autant plus dans la ville dans laquelle nous sommes. Donc pour lui, c'était bénéfique finalement parce que il connaît plus ou moins les roches de la Côte d'Ivoire et les roches d'ici. Et après, il a soulevé un point que tu as dit tout à l'heure, c'est par rapport à l'enseignement en fait dans les universités. Il a parlé du nombre de personnes dans chaque classe et tout, et que finalement, après, le professeur, en France, c'est plus facile pour lui de suivre un étudiant parce que l'effectif est normal, on va dire. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. Et il y a Alexis, plutôt, qui, lui, il a étudié en Martinique. Il a quitté la Martinique parce qu'en fait, la filière qu'il voulait poursuivre n'existait pas dans son pays, quoi. Mm. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il est venu. Donc, c'est finalement, tu te dis, ben, d'un pays à un autre, même si c'est en Europe ou quoi, mais c'est différent, en fait. Ouais. Parce que techniquement, la Martinique, ça fait partie de la France. Donc, on peut se dire que oui, c'est la France, mais on voit que finalement, c'est pas forcément toujours la même chose. Il y a un autre aspect aussi qui est intéressant, c'est toute la partie préparatoire C'est pendant le vrai. bac. En fait, faut savoir que en fonction des pays, il y a des spécificités aussi et des fois, en fait, on va arriver avec un bagage intellectuel qui pourrait être réajusté avec des choses qu'on n'a pas forcément vues ou des Mm. choses qu'on a vues mais qui sont pas forcément adaptées au pays. Et hormis ça, il y a un côté aussi, on découvre une nouvelle culture, on découvre un nouveau territoire. Donc, je pense que ça fait sens des fois de pouvoir en fait faire un rétropédalage, quitte à perdre un an ou deux, ça dépend des personnes pour pouvoir en fait rentrer Mhm. dans le moule
complètement et se sentir à l'aise en tout cas pour aller vers la suite. D'accord, c'est très intéressant ce que tu dis. Tu as parlé d'adaptation Oui. et moi je vais te demander comment tu t'es adapté. Qu'est-ce que tu as mis en place en fait pour t'adapter de la Côte d'Ivoire à la France parce que souvent c'est très compliqué. Donc je sais pas toi comment ça s'est passé ton intégration. Alors moi, c'est plutôt bien passé, je dirais. J'ai eu la chance de pouvoir, dès les premières années de fac, me faire des copains de divers horizons, des étudiants étrangers, des Français, et je pense que ça m'a beaucoup aidé. De pouvoir avoir un noyau dur en fait de personnes autour de soi, ça aide d'un point de vue humain et même d'un point de vue académique aussi, puisqu'on va s'enrichir de l'expérience scolaire des autres. Et donc moi, j'ai plutôt bien vécu en tout cas la partie intégration. Sur les premiers mois, forcément, on connaît pas grand monde. Mais au fur et à mesure que les cours se passent, on arrive à tisser des liens et ces liens humains vont aussi nous permettre de pouvoir croître dans notre phase d'apprentissage pour laquelle on est venu finalement. C'est vrai ce que tu dis et dans cette phase d'adaptation, il y a le fait de travailler à côté de ses études. Mm. Chose qui n'est pas vraiment très commune en fait en Côte d'Ivoire. Ici, dès que tu viens, c'est comme si c'était normal en fait qu'un étudiant travaille à côté. Donc toi, qu'est-ce que tu as pu faire pendant tes temps d'études et est-ce que c'était pas dur de concilier les deux? Est-ce que c'était facile? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Oui, ça c'est hyper intéressant ce que tu lèves, hein. Ça va dépendre de la situation de chacun. Il y a des étudiants qui sont boursiers, il y en a qui se basent exclusivement sur les ressources de leurs parents. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été aidé par mes parents pour mes études. À côté de cela, donc financièrement, fallait aussi les faire souffler un petit peu entre guillemets parce que ça peut coûter cher le fait de pouvoir vivre à l'étranger, de financer un loyer, de financer les études, de pouvoir aussi donner des ressources financières pour pouvoir profiter de la vie finalement. Et donc moi j'ai fait le choix dès ma deuxième année en fait de commencer à travailler à la fois pour ce côté financier mais aussi pour pouvoir m'intégrer professionnellement à la société française puisque quand on est étudiant et qu'on n'a jamais fait de stage, on ne sait pas forcément comment ça se passe dans le monde du travail et les boulots étudiants même s'ils n'ont rien à voir avec ce qu'on fait en études, ils permettent de pouvoir mettre un premier pied dans le monde du travail et pouvoir en fait se frotter à cette réalité-là. Donc moi, je l'ai bien vécu en tout cas de ce point de vue. Après, c'est vrai que concilier cela avec les études, ça peut être compliqué. Il y a des moments où j'ai dû arrêter de travailler parce que il y avait des priorités. Et donc ça, en fonction de la situation des uns ou des autres, il y a un certain équilibre à trouver entre ce qu'on fait à l'école et ce qu'on peut avoir aussi en tant que vie professionnelle en parallèle de nos études. Ok. Et on parle très souvent de oui, c'est bien de travailler à côté de ses études et tout ça, mais finalement, on parle pas des inconvénients. Il y en a. Donc, est-ce que tu peux nous dire, toi, parce que je vais pas en faire une généralité encore une fois, toi, quels sont les inconvénients que tu pourrais en fait identifier par rapport au fait qu'on travaille et on va à l'école en même temps? Ça va dépendre des types de contrats, de nombre d'heures qui est fait. Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'était des périodes où j'avais à peu près 15 heures, 20 heures par semaine et où j'aurais aimé consacrer ces 20 heures, 15 heures à mes études. J'avais un Ouais. contrat de travail, donc c'était un peu compliqué. Je pouvais pas arrêter tout simplement de travailler. Et à ce moment-là, on se retrouve un peu à devoir prioriser les choses. Donc prioriser ses études en dégageant du temps, même si on a peu de temps le week-end finalement, parce qu'il y a le travail étudiant à côté. Ça peut être compliqué, mais en même temps, ça nous apporte certaines capacités à s'organiser mieux, à prioriser et pouvoir aussi être efficace quand on étudie. Là où j'aurais passé 5 heures, je vais essayer de passer 1 heure, 2 heures pour maximiser les connaissances. Donc, je pense que en plus du côté organisation, ça nous aide aussi dans notre gestion de notre quotidien en fait. D'accord. Mais ça va dépendre d'un individu à l'autre. Il y a des personnes qui le vivent vraiment très mal puisque ça crée des échecs scolaires parfois. Moi, heureusement, ça n'a pas été mon cas, mais ça m'a demandé de pouvoir retravailler sur moi pour m'organiser. C'est ça. Et pour ne pas terminer sur une note triste, quels sont Oui. les avantages en fait de ça? Alors, les avantages, il y en a plusieurs, hein. Il y a la professionnalisation, le fait de pouvoir gagner de l'argent par soi-même. Donc, demander de l'argent aux parents, c'est simple, mais quand on commence à gagner de l'argent soi-même, on comprend que ça peut être Oui, difficile de créer de l'argent. Donc, on gère un peu mieux son argent puisque c'est le nôtre, hein. c'est On ça. a dû travailler pour l'avoir. Et puis, hormis ça, humainement, en fait, ça nous permet de pouvoir travailler avec, entre guillemets, des adultes. Parce que, voilà, j'avais 19 ans, 20 ans, donc pouvoir me frotter à des personnes avec plus d'expérience, qui vont nous apprendre une certaine discipline, qui vont nous apprendre aussi des bonnes pratiques.
Je pense que pour la suite, en tout cas pour un étudiant qui se destine à travailler plus tard, ça aide à pouvoir rentrer dans le monde du travail avec un petit peu plus de souplesse puisqu'il aura déjà pendant sa vie étudiante appris à se frotter à Mhm. des professionnels. Ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as fait veilleur de nuit. Ça, c'était Donc, sur la fin de mes études. comment on fait? Parce qu'il y a des moments où je suppose que tu dormais pas. Oui, ça c'était la période notamment de mon stage parce que avant ça j'avais fait d'autres boulots étudiants et effectivement j'ai dû travailler la nuit. Ce qui est compliqué c'est de devoir finir le stage parce que je le faisais le week-end Mhm. et derrière aller enchaîner sur une nuit de travail. Alors c'était pratique parce que ça m'empêchait pas d'avoir mes journées libres pour mes études, pour mon stage, mais la contrainte quand on a un stage qui se Mhm. déroule toute la semaine, c'est que la journée du vendredi, donc on va au stage, on termine le stage à une certaine heure et le soir faut aller travailler. Donc qui dit aller travailler le soir dit peu de sommeil et ça pour le coup c'était assez compliqué. Donc à un moment donné j'ai dû stopper parce que j'arrivais plus à tenir la cadence entre les deux. Mais pour le coup pendant 2 mois c'était un peu speed on va dire. Et dis-toi que moi, bon, je fais un petit aparté. Moi, j'ai fait 6 mois de stage à un moment. Et pendant ces 6 mois, je travaillais aussi à côté. Donc, le vendredi, quand je terminais le stage, je devais tout de suite courir pour mon deuxième boulot. Donc, je finissais vers 18, non, vers 22 heures. Et le week-end, donc à partir de samedi, dimanche, je faisais des 11h, 22h, 11h, 22h. Wow. Et je pouvais pas rentrer à la maison pour étudier. Donc, ce que je faisais, c'est que j'étudiais soit dans la voiture, soit sur le lieu même, en fait. Il y a des moments où je dormais et tout. Enfin, c'est compliqué. Pour dire que c'est compliqué, mais ça a ses avantages. Ça apprend à chacun à se connaître, en fait, finalement. Si on, à savoir si on est courageux, si vraiment c'est ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut retourner du pays, dans le pays dans lequel duquel on vient, finalement. Enfin, ça te remet en question sur beaucoup de plans, en fait. Tu vois que tu as réussi tes études malgré Oui. ça. Je pense qu'il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est le fait de faire ces boulots étudiants, aussi intéressants qu'ils soient, et financièrement, tout ça. Ça nous permet de nous dire, attention, il faut que je réussisse vraiment mes études. Oui. Parce que des fois, on se dit, tiens, c'est compliqué, veilleur de nuit, ou c'est compliqué de travailler dans la restauration ou dans l'hôtellerie. J'ai pas forcément envie, même si j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui exercent ces métiers, Mhm. j'ai pas forcément envie, en tant qu'adulte à 35, 40 ans, de me retrouver dans une situation qui m'oblige à faire ces métiers. Donc je Mhm. pense que ça nous met un petit peu, entre guillemets, un coup de pied aux fesses Mhm. en disant, tiens, les études qu'on est venu pour faire, faut vraiment qu'on les réussisse. Et ça, c'est que tu dis, c'est vrai parce que c'est un piège de savoir que tu viens et que tu peux parce que tu viens d'un pays où tu peux pas travailler à côté de tes études, ou en tout cas c'est compliqué de travailler à côté de tes études parce que tu as des journées à rallonge, et tu viens dans un pays où tu peux faire les deux. Moi, j'ai une de mes tantes qui me disait, une fois que tu as goûté à l'argent, c'est compliqué après de te sortir de là. Donc n'oublie pas, en fait, elle me rappelait toujours que c'est bien que tu travailles, que tu gagnes ton propre argent, là maintenant, étant très jeune, mais n'oublie pas pourquoi tu es venu. N'oublie pas que tu es venu pour étudier. Et ça, c'est très important de se rappeler en fait pourquoi on est là finalement. Avant de clore ce chapitre, on va parler du fait que tu quittes les études universitaires, donc qui sont publiques, et tu vas vers des études privées. Le privé, ça coûte beaucoup cher. Ça coûte très cher. Donc, est-ce que c'était pas une décision difficile à prendre? Est-ce que tu as de la famille qui s'est opposée à ça? Parce qu'ils peut-être qu'ils t'ont dit non, mais le privé, c'est trop cher et tout ça, tout ça. Et finalement, comment tu as affronté, comment tu prends cette décision de rentrer dans le privé? De mon côté, il y avait deux réserves de mes parents. À la fois la réserve sur le fait que j'ai commencé un master à la fac. Mhm. Et ils se disaient, en fait, finalement, cette fac, tu la connais bien, c'est Aix-Marseille. Tu peux potentiellement poursuivre là-dedans. Tu veux déménager dans d'autres villes. Alors, il y a un aspect financier aussi du déménagement, Mhm. tout ça. Et puis le fait de changer complètement de voie, donc, enfin, entre guillemets, hein, passer de ces études de biologie, informatique à des études de système d'information, il y avait une peur de l'échec aussi, du fait que je réussisse pas cette nouvelle Mhm. formation. Donc ils m'ont un peu challengé là-dessus, je dirais. Moi, j'avais mes arguments, j'ai défendu mes arguments et finalement ils ont vu que j'avais raison parce que je savais en fait où je voulais aller. Et puis ce qui a pesé dans la balance aussi, c'était que moi je voulais me professionnaliser à la fois soit sur le début de la formation ou alors à la fin Mhm. via de l'alternance. Et le fait de faire de l'alternance, ça a entre guillemets sécurisé aussi le fait de pouvoir m'insérer plus facilement dans le monde de l'entreprise à la fin de mes études. D'accord. C'est très intéressant. Et aujourd'hui,
consultant en transformation numérique. Donc, on va commencer pas à pas. Consultant, qu'est-ce que c'est? Transformation numérique, qu'est-ce que c'est? Et consultant en transformation numérique, qu'est-ce que c'est? C'est bien que tu aies séparé les deux. Consultant, c'est une personne qui va être mandatée par une entreprise, qui va être engagée pour réaliser une mission ou plusieurs missions. Et ça va être un accompagnement qui se fera sur une durée plus ou moins longue. Donc, on peut avoir des missions qui durent 3 mois, un mois, une semaine, un an, 2 ans des fois, pour résoudre un problème. Donc, c'est une personne qu'on paye pour résoudre un problème. Et transformation numérique, le nom, en fait, finalement, il décrit ce que c'est. Ça va être le fait de pouvoir mettre en place différents moyens pour aider les organisations et les entreprises à se transformer en accélérant, en fait, leur business. Et ça va se faire via des logiciels, via des pratiques, via des outils techniques ou fonctionnels qui vont aider l'entreprise, en fait, à pouvoir accélérer, en fait, sa croissance en se basant sur le numérique. D'accord. Et donc, si on met les deux ensemble, donc un consultant en transformation numérique, c'est une personne qui est mandatée pour pouvoir accompagner une entreprise sur des problématiques liées au numérique. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner en fait un exemple sur lequel tu as travaillé, concret, cas pratique? Cas pratique. Alors, il y a beaucoup de missions qui me viennent en tête. Je vais en prendre une. Donc, j'ai aidé une entreprise qui est une entreprise de distribution à mettre en place un logiciel de gestion de la relation client. D'accord. Donc, c'est une entreprise qui pèse plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui a des concurrents et qui avait pour enjeu de pouvoir en fait fidéliser ses clients, pouvoir aussi gagner des parts de marché. Et donc, je les ai aidés à mettre en place un outil qui s'appelle un outil CRM pour Customer Relationship Management, outil de gestion de la relation client, qui était à destination des équipes commerciales, donc les commerciaux itinérants et les commerciaux sédentaires aussi, donc les télévendeuses. Et puis aussi qui va permettre derrière de pouvoir connaître mieux leur portefeuille client, pouvoir adresser des nouveaux clients. Et c'est une mission qui m'a marqué puisque c'était très intéressant. J'ai fait presque 1 an et demi sur cette mission-là. C'était challengeant parce que fallait comprendre l'entreprise, son fonctionnement. Fallait aussi pouvoir être pertinent sur les sujets. En tant que jeune professionnel, c'est pas toujours évident, mais la mission s'est bien passée. On a pu mettre en place ce logiciel de gestion de la relation client, en tout cas pour les commerciaux dans un premier temps. Et puis, ça a été déployé sur différents sites en France. Donc, j'ai eu à faire des déplacements sur des sites de l'entreprise à travers la France. Et donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. D'accord. Et donc, tu as un portefeuille client qui est assez large. Est-ce qu'on te donne des formations pour devenir consultant? Est-ce que tu as une formation où, par rapport à ces métiers en fait, que tu vas rencontrer à longueur de journée, comment tu fais pour te plonger dedans en fait, à chaque fois? Déjà, ma formation en école de commerce m'a beaucoup aidé, puisque ça m'a permis d'acquérir les bases du management des systèmes d'information. Juste une partie de définition, hein. Donc le management des systèmes d'information, c'est un ensemble de processus qui va permettre aux entreprises de collecter l'information, la traiter et l'utiliser. Et donc ça, déjà sur la partie formation, j'ai pu avoir des bases. Pour le métier de consultant, on a des formations assez souvent. Le cabinet dans lequel je suis est très orienté formation. Alors, on va pas nous former sur les métiers des clients qu'on a. Des fois, oui. Mais vraiment, les premières formations qui sont faites, c'est sur la méthodologie, sur comment on gère un projet, comment on accompagne une entreprise pour que ça, on puisse le dupliquer à plusieurs entreprises en fonction de leur domaine d'activité. On va à chaque fois adapter les choses. Et il y a des qualités qui sont attendues aussi. Donc, si on a été recruté, c'est qu'on a déjà ces qualités-là. Et derrière, on va pouvoir capitaliser sur nos acquis aussi. D'accord. Et toi, quand tu dois travailler pour une entreprise, qu'est-ce que tu mets en place pour en savoir plus en fait que la documentation qu'ils t'ont donnée? Déjà, je me renseigne sur l'entreprise sur Internet, sur son activité, sur ses clients, son cœur de métier. Je lis la documentation qui est partagée. Et puis derrière aussi, je peux m'appuyer sur des personnes en interne dans l'entreprise en préparant un certain nombre de questions qui sont en lien avec le métier et des questions qui sont en lien avec ce qui est attendu de moi en mission. Donc ça se fait vraiment sur le début de la mission pour cadrer un petit peu le périmètre que j'ai et pouvoir réfléchir à la suite. D'accord. Et toi, pourquoi tu choisis de devenir consultant finalement? Parce que tu pouvais être attaché commercial, ingénieur système d'information, etc. Mais pourquoi tu choisis d'être consultant? Pourquoi consultant? Je suis quelqu'un qui est assez curieux, qui aime bien toucher à plusieurs secteurs d'activité, plusieurs choses.
Et pour moi, le métier de consultant, c'est un véritable accélérateur. Il permet de pouvoir adresser un portefeuille client assez large, pouvoir côtoyer des gens au quotidien. Comme je le disais tantôt, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et un consultant, il est chez des clients. Il peut avoir plusieurs clients. Donc moi, ça me paraissait logique, en tout cas, euh, comme premier pas de pouvoir rentrer sur ce métier-là. Il y a un autre aspect, c'est que je voulais pas forcément me spécialiser au sortir de ma formation. Et le fait de pouvoir être consultant, bah, ça me permet de pouvoir toucher à différents secteurs d'activité, l'énergie, la distribution, le transport. Et le métier de consultant, il permet de pouvoir toucher à ces différents secteurs-là. Peut-être qu'un jour, je déciderai de me spécialiser, mais en tout cas, sur mes premières années, ça répond à cette problématique de curiosité, de toucher à plusieurs choses et de pouvoir être challengé aussi au quotidien. D'accord. Et est-ce que quelqu'un qui est timide peut être consultant? Parce que ce que tu expliques, c'est un peu la personne qui doit toucher à tout, qui doit être curieuse, etc. Est-ce qu'on peut être timide et être consultant? Pour moi, on peut être timide, être consultant parce qu'il y a différents types de conseils, hein, et puis il y a différents types de missions. Un timide, on va attendre certaines qualités d'un consultant. Donc, s'il a ces qualités-là, il va pouvoir les mettre en œuvre. Et pour moi, c'est pas bloquant que d'être timide. Ça peut même des fois être une force, puisque un timide va avoir tendance à observer les choses. Et ce qu'on attend d'un consultant, c'est aussi avoir de l'empathie, comprendre ce qui se passe autour de lui. Et c'est pas bloquant pour moi. Ça va D'accord. dépendre vraiment de ce qu'on a comme type de mission. C'est sûr que si on met un timide sur une mission de C'est communication ça. pure, C'est ça risque de compliqué. l'embêter un petit peu. Mais si on adapte en tout cas entre guillemets à sa personnalité, ou si ce timide-là se fond dans la masse entre guillemets en montrant les qualités qui sont attendues d'un consultant, il n'aura aucun souci en tout cas dans sa carrière. Donc j'emboîte le pas. Quelles sont les qualités attendues chez un consultant? Je pourrais pas être exhaustif, mais je vais t'en citer quelques-unes. Pour moi, en premier, ça va être la curiosité. D'accord. Parce qu'un consultant, c'est quelqu'un qui est envoyé chez un client qu'il ne connaît pas forcément, avec un métier qu'il ne maîtrise pas. Et donc, faut être curieux, aller se renseigner, pouvoir aller parler aux gens aussi pour avoir plus d'informations sur ce métier-là. Et je pense qu'il y a un enjeu aussi de compréhension, puisqu'il faut agir assez rapidement des fois. Donc, la curiosité va nous aider là-dedans. Après la curiosité, je vais rajouter le fait de pouvoir être orienté client, avoir le sens client, se dire qu'on est là pour servir le client, pour l'accompagner, pour l'aider. Ça va nous driver au quotidien. Donc un consultant, il doit avoir cette orientation client. Je rajouterai aussi, ça c'est personnel pour moi, hein, avoir une capacité à pouvoir synthétiser les informations, parce qu'on va avoir beaucoup d'informations d'un coup. Donc les synthétiser, s'organiser en tout cas, à disant bah tiens, telle organisation, voilà comment elle fonctionne, c'est son métier, c'est les attendus, et cette capacité de synthèse va nous aider à prioriser derrière les sujets. Et je rajouterais aussi pouvoir être rigoureux, donc rigoureux dans sa démarche de travail, rigoureux dans les processus qu'on va mettre en œuvre, puisque derrière, le client, il paye pour un service. Donc, C'est il faut ça. être rigoureux dans le conseil qu'on peut lui apporter. D'accord. Et là, tu as cité la majorité, c'est des soft skills. Donc, est-ce qu'il faut avoir des hard skills particuliers pour dire que bah, je peux être consultant? Oui, ça va dépendre du type de conseil. C'est sûr qu'un consultant en finance, on va attendre de lui d'avoir des connaissances en finance. Ça peut être en comptabilité, en analyse financière. Un consultant en système d'information, il faut qu'il ait des bases sur les métiers du numérique, sur le système d'information en C'est ça. lui-même, comment une entreprise se structure au sein de son système d'information, savoir comment on peut aligner les systèmes d'information à la stratégie de l'entreprise. Et vraiment, ces hard skills-là vont l'aider dans la démarche conseil. Donc, on peut être timide et être consultant finalement. Et tu as cité d'autres choses qui permettent en fait à quelqu'un de se dire, bah écoute, tiens, je peux faire ça finalement. Et quand on veut recruter, et qu'on se positionne du côté du RH ou bien même de toi qui doit certainement voir des profils passer, qu'est-ce que tu regardes sur un CV? Parce que tout ce que tu as cité, curieux et tout ça, c'est pas forcément écrit sur un CV. Donc, qu'est-ce que tu vas regarder pour dire, bah écoute, ça c'est bien, je peux le prendre en entretien? Ça va dépendre du type de profil qu'on recherche. Je pense que si on veut recruter un consultant qui a une spécialité en marketing, on va attendre qu'il ait des qualités en marketing, qu'il ait eu soit une formation en marketing, soit des expériences en marketing. Et dans notre métier, donc on va chercher, si c'est un consultant qui veut être généraliste sur un système d'information, on va essayer de retrouver des éléments qui sont en lien avec le management des systèmes d'information, soit professionnellement, soit académiquement. Et en termes de capacité à faire aussi, on va regarder quelques hard skills. Ça peut être sur des logiciels, par exemple, des logiciels
SI ou alors des logiciels de bureautique tels que Excel, PowerPoint, puisque derrière on va devoir faire des présentations, analyser des données et donc on va regarder si l'aspirant consultant il répond à ces critères-là techniques. Et puis derrière, une fois que le tri est fait au niveau du CV, c'est les entretiens qui vont déterminer si oui ou non cette personne elle peut s'intégrer au modèle du conseil ou alors si elle répond pas du tout à ces attentes qu'on peut avoir. D'accord. Et à part les logiciels de type PowerPoint, Excel, Word, etc., est-ce qu'il y a des logiciels particuliers ou un logiciel particulier que on doit absolument connaître si on veut être consultant dans toi, ta branche? Il n'y a pas un logiciel particulier, il y a plusieurs logiciels. Tout va dépendre de la spécialité. De la Si c'est spécialité. un consultant qui vient faire du CRM, par exemple, donc de la gestion de la relation client, on va regarder s'il a déjà touché à des logiciels CRM, lesquels. Ça peut être des logiciels CRM du marché, tels que Salesforce, Microsoft Dynamics, ou alors SAP CRM. Si c'est un consultant qui vient pour faire de la data, on va regarder s'il a déjà utilisé des outils d'analyse de données, ou s'il connaît concrètement la data. Donc, tout va dépendre du type de profil qu'on recherche. Et en fonction de ça, on va mettre en face certains critères qui sont des critères de hard skills, entre guillemets, qui permettent de pouvoir jauger si oui ou non cette personne elle est faite pour répondre à cette offre. D'accord. Et il faut avoir un minima bac+5 ou pas? Chez nous, oui, dans mon entreprise, oui, en général, on recrute des profils bac+5. D'accord. Et en ce moment, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Attends, je vais faire une petite pub. Je vous invite à regarder Fotizo on AI, qui est une chaîne qui parle d'intelligence artificielle avec Eunice Akani, qui est docteur en informatique, qui nous fait le plaisir, en tout cas à chaque fois, de nous entretenir sur des sujets comme le deep learning, le machine learning. Et dernièrement, il y a une vidéo qui est sortie sur l'histoire de l'IA. Donc, si vous êtes friand d'histoire, vous pouvez aller regarder. Donc, je disais que est-ce que toi, dans ton parcours, en fait, on parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré dans votre quotidien au travail ou dans toi, ta vie personnelle, hein? Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises? Et aussi, qu'est-ce que tu peux en dire aujourd'hui? L'IA, c'est quelque chose qui est en plein essor. Ça existe depuis quelques années, mais on a entendu parler d'IA ces derniers mois. En 2024, on a beaucoup entendu parler de ChatGPT ou de d'autres outils d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, moi, de mon quotidien, j'utilise l'IA. C'est pas une directive de notre entreprise. Ça va dépendre vraiment de nos besoins. Mais pour moi, aujourd'hui, l'IA permet de pouvoir répondre à certaines problématiques. Au lieu d'utiliser, par exemple, Google pour faire de la recherche, sur certaines informations, je vais utiliser ChatGPT ou Gemini, qui est l'IA qui est basée sur Google. Et donc, au quotidien, ça me sert en tout cas à pouvoir adresser un certain nombre de questions, ou même parfois pour pouvoir aussi structurer ma pensée quand j'ai des éléments que je souhaite présenter, par exemple. Je peux interroger l'IA en mettant un prompt qui contient tout ce que je souhaite présenter, et je vous demande de pouvoir un peu challenger ça, me proposer aussi des axes d'amélioration dans ma démarche. D'accord. Et dans tous les cas, aujourd'hui, si on a un téléphone, on utilise l'IA, hein. Donc, Tout à fait. avec la reconnaissance faciale et tout ça. Et donc, toi, aujourd'hui, tu es en Île-de-France. Oui. Pourquoi? Explique-moi, je veux savoir. Tu étais dans le sud, tu étais bien à Aix, après tu allé à Marseille. Pourquoi tu vas en Île-de-France? Très bonne question. Pourquoi l'Île-de-France? Dans nos métiers du conseil, il y a un grand bassin de cabinets qui sont basés à Paris. Et les clients ont leur siège à Paris. Donc, en termes de possibilités, de missions, d'opportunités, l'Île-de-France, pour moi, c'était un bon départ. Et c'est pas que je suis fan de Paris, mais c'est juste que j'avais plus d'opportunités professionnelles sur place. Je pouvais aussi toucher à plusieurs secteurs d'activité, pouvoir aussi côtoyer plein de gens. Donc pour moi, commencer sa carrière à Paris, c'était un accélérateur. Donc j'ai emboîté le pas et puis j'ai décidé d'y aller. Et puis finalement, culturellement, Paris, c'est une ville où il y a beaucoup de choses à faire aussi. Oui, c'est vrai. Même s'il n'y a pas beaucoup de soleil, mais ça compense en tout cas d'avoir une vie culturelle qui est assez riche. Donc je pense que tout ça, mis l'un dans l'autre, ça m'a encouragé à démarrer sur Paris. D'accord. Moi, j'avais un professeur, je pense que tu seras d'accord avec lui, qui en était en dernière année d'études, hein, et il nous a dit qu'il nous donne un conseil, c'est de partir à Paris, en tout cas en Île-de-France, et de travailler là-bas au moins une année et de revenir parce que ça, justement, ouvrait des opportunités. Une fois que tu reviens, quand souvent on voit sur ton CV que tu as fait Paris, on se dit, bah ça y est, il est tenace et tout, il peut s'en sortir. Puisque là-bas, tu vis ta vie à 100 à l'heure, hein.
Toi, tu pourras nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Qu'est-ce que tu en Je penses? pense que c'est vrai, oui, parce que il y a les transports, Mm. il y a le fait d'avoir beaucoup de monde aussi. C'est vrai qu'il y a plein de gens à Paris. Donc ça, déjà, ça nous met dans un certain cadre qui est pas fait pour tout le monde ou qui peut ne pas être évident, hein, pour tout le monde. Mais en même temps, ça nous forge un certain caractère. Ça nous forge aussi une capacité à s'adapter constamment quand il y a des retards de Mm. train, pas faire autrement. Quand il y a plein de monde dans le RER ou dans le métro, on fait avec. Et puis aussi, on priorise en tout cas notre emploi du temps parce que justement, il y a cette contrainte des transports, parce qu'il y a plein de choses à faire. Et pour moi, je trouve que ça peut être intéressant, en tout cas dans les premières années, de pouvoir commencer sur Paris. Tout va dépendre de notre secteur d'activité et ce qu'on recherche, mais on a la possibilité de pouvoir toucher à tout, en tout cas sur Paris, et retrouver facilement du travail si on n'est pas content, entre guillemets, de ce qu'on fait à un instant T. On va retrouver un bassin assez large d'emploi, donc on pourra changer d'entreprise si besoin. Je pense que tu te situes comme étant carriériste ou quelqu'un qui aime bien la vie, prend son temps, etc. Je prends mon temps. Je suis pas carriériste, je dirais que je suis plutôt opportuniste. D'accord. En fait, j'ai eu plusieurs opportunités qui m'ont été présentées au fil de ma carrière. Et moi, j'ai pour slogan, entre guillemets, de pouvoir jauger ces opportunités-là et de les saisir. Ça peut s'apparenter à des personnes qui sont carriéristes, mais dans le fond, c'est pas ça. Puisque moi, si il y a un instant T, il y a une opportunité que je trouve intéressante, pertinente pour moi et pour mon avenir, je vais mettre en place les moyens pour la saisir. D'accord. Et est-ce que tu comptes revenir en fait dans le sud ou ailleurs? Quitter l'île de France, tout simplement. Oui, je veux te faire Euh, quitter l'île de France. je sais pas encore. Je pense que ça va dépendre de comment j'évolue avec le temps et puis des opportunités aussi. Si j'ai des bonnes opportunités dans le sud, pourquoi pas. En tout cas, je suis pas attaché à une région en particulier. Je me dis pas que je vais faire 15 ans de ma vie à Paris. Hmm. Donc, Je te souhaite pas ça. je suis plutôt ouvert. En tout cas, ça va dépendre au fil du temps des opportunités qui vont Mhm. s'ouvrir. Opportuniste, c'est un nouveau mot que je vais garder parce que c'est très intéressant ce que tu as expliqué sur ce sujet. Généralement, on parle de carrière, 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 mais Ouais. saisir les opportunités, finalement, ça fait partie de la vie, hein. Ça fait partie de la vie. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui veut être consultant, en fait, dans la transformation numérique? Et oui, dans la transformation, je vais te laisser regarder cette caméra et dire à quelqu'un qui veut être consultant en transformation numérique comme toi, quelles sont les aptitudes, en fait, qu'il doit avoir? Pour moi, un bon consultant, c'est une personne qui est curieuse, qui va pouvoir aller vers l'autre pour se renseigner, prendre l'information. Une personne aussi qui va être en capacité de répondre à un problème, se donner les moyens de pouvoir en fait creuser dans son coin et arriver avec des propositions de solutions. On n'a pas la science infuse, mais justement, faut arriver à réfléchir à un sujet et pouvoir proposer des choses. Et puis pour moi, une personne qui veut être consultant, c'est une personne aussi qui a cette forte orientation client, qui sait ce que c'est les problématiques des clients, qui sait ce que c'est pouvoir se mettre dans une démarche conseil et qui a ce sens-là de pouvoir en fait accompagner un client d'une problématique vers une solution. Ça, pour moi aussi, un bon consultant, c'est une personne qui va pouvoir se former, donc pouvoir toujours creuser les sujets, ne pas garder forcément ses acquis, mais pouvoir élargir son spectre de connaissances. Donc, personne qui se reconnaît là-dedans et qui se projette en tout cas dans un métier du conseil, bah, il peut être un bon candidat pour un poste de consultant plus global, hein, et un consultant en transformation numérique s'il a une appétence pour le numérique. D'accord, merci beaucoup. Jusque-là, tu as eu un parcours professionnel et personnel très riche. Et on parle très souvent des fiertés, on parle très souvent du moins je suis fière de telle chose, je suis fière de telle chose, mais est-ce que tu as quelque chose qui t'a laissé un goût amer en fait, et tu te dis ah ben mince ça, je suis pas fière, je veux faire mieux. Je dirais pas un goût amer, mais des choses que j'aurais pu optimiser. Je pense que c'est plus par rapport à mes études. C'est vrai que je me suis basé sur mes facilités à l'instant T pour choisir entre guillemets mon orientation. J'ai pas creusé en tout cas sur mes aptitudes humaines, sur ce que je peux faire plus tard. Et je pense que si j'aurais dû faire des choses différemment, ce serait de faire une introspection après le bac pour jauger mes forces et mes faiblesses, mes intérêts, me renseigner sur les métiers, pouvoir aller auprès de professionnels, plutôt que de dire, bon, tiens, comme je suis bon en biologie, je vais faire de la biologie. Mhm. Vraiment creuser sur la suite, sur les métiers. Et je pense que si j'avais fait ce travail-là, je me serais orienté vers du management, vers de la gestion dès le début, Mhm. plutôt que d'aller en biologie. D'accord. Et quelque chose dont tu es vraiment fière.
quelque chose dont je suis vraiment fier, c'est d'avoir réussi mes études en France, d'avoir réussi à me professionnaliser en France. Je suis arrivé initialement pour faire des études et j'ai pu arriver au terme de ces études-là. C'est quelque chose qui peut paraître simple hein, et anodin, mais pour moi, d'arriver dans un pays qui n'est pas le nôtre avec un objectif et d'arriver À au le terme réussir. à réussir cet objectif-là, c'est quelque chose de notable. Et les parents aussi, derrière, ils montrent aussi qu'ils sont fiers qu'on ait pu arriver au terme parce qu'ils ont investi de l'argent Mhm. dans ce parcours. Et puis professionnellement, de pouvoir travailler en France, de pouvoir côtoyer des personnes ici, de m'être fait des amis aussi. Humainement, je trouve que c'est très intéressant, très enrichissant. Je D'accord. suis fier de mon parcours en France. Bah, nous aussi, finalement, on est fiers de ce que tu as pu accomplir jusque-là. Ça fait quand même 10 ans, Bientôt 10 ans. bientôt 10 ans. Donc, tu vas regarder encore cette caméra et dire au shérif d'il y a 10 ans, le shérif qui est arrivé il y a Wow. quelques années. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu voudrais dire à ce shérif-là? Alors, c'est une question qui est pas simple à répondre. Je dirais, première chose, fais-toi confiance. Tu as les capacités de faire. Et puis aussi, je lui dirais, tout se passera bien. Parce qu'il y a eu des moments de doute, des moments de Mhm. peur, et je pense que c'est normal hein, dans un contexte de vie professionnelle, personnelle, scolaire. On a toujours des moments de doute. Donc, sois rassuré, tout se passera bien. Tu vas rencontrer des belles personnes, tu vas t'enrichir personnellement et professionnellement, et surtout, tu vas grandir et être mature. Donc, voilà, c'est ce que je lui dirais. Voilà. Donc, dans 10 ans, faut que tu reviennes regarder cet extrait, hein, pour voir si tu as évolué finalement. Tout à fait. Donc, on tire à la fin de notre échange. C'était une belle causerie, une belle discussion. Et on va passer à l'étape de la surprise. Ok, Bon, c'est rien d'alarmant, c'est toujours dans les questions, mais c'est des questions un peu plus détendues. On va plus parler forcément de travail et tout ça, ça me tout va. ça. Donc, est-ce que tu as une anecdote sur ton métier, sur ta vie perso, un truc bizarre qui t'est arrivé, tu te dis, ah mince, c'est quoi ce truc? Faut que je réfléchisse un petit peu. Il y a plein de choses qui m'arrivent au quotidien. Qu'est-ce que je peux citer? Je pense que ce qui me vient en tête, c'est plutôt lié au transport. Je pense que c'est ce qui me vient en tête. En fait, j'ai fait une mission chez un grand acteur du transport et pendant plusieurs années, même actuellement, je suis chez ce client-là. Et donc, j'ai une carte de service qui me permet d'accéder aux locaux, qui ressemble sensiblement à des cartes de transport, tout ça. Et donc, il m'est arrivé une fois de me présenter à un arrêt de transport et de vouloir franchir en fait la barrière. Oui, Et donc, j'ai essayé de badger plusieurs fois. ça Ça marche pas fonctionnait pas, aujourd'hui. alors que j'ai un abonnement annuel. J'ai un abonnement annuel donc qui est déjà payé tous les mois. Et donc je dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc je me suis orienté vers un agent de transport en lui disant bah tiens j'ai mon abonnement et tout ça mais j'arrive pas à franchir. Et donc là il prend la carte, il regarde, il me dit mais monsieur c'est pas votre passe en fait. Ça Donc là arrive je me très suis souvent. senti un peu bête quoi. Je me suis dit bon tiens c'est pas grave. Du coup j'étais un peu honteux parce que je suis Mhm, arrivé un peu énervé entre guillemets en disant c'est bizarre parce que j'ai essayé plusieurs mhm. portillons et donc là je suis parti un peu avec ma honte mais finalement bon je pense que c'était lié à la fatigue de la journée. Oui, certainement. Est-ce que tu penses que la transformation numérique, c'est quelque chose qu'on fait vraiment ou on le fait juste sur PowerPoint et puis on n'en parle plus? Non, c'est très réel, c'est réel, hein. C'est dans notre quotidien la transformation numérique dans les entreprises ça peut être ton application Mhm, d'électricité de gaz, ça peut être aussi ton application pour te déplacer. mhm. SNCF Connect, C'est Bonjour ça, oui. RATP ou Citymapper, tout ça c'est de la transformation numérique et c'est des cas réels qu'on a dans les entreprises avec un accompagnement qui se matérialise parfois par des solutions qui sont utilisées au quotidien, D'accord, très souvent. d'accord. À longueur de journée, on reçoit des newsletters. Donc, est-ce que tu penses que ces newsletters-là, aujourd'hui, c'est le courrier indésirable du numérique? Parce que moi, je les mets sur silence, hein, je te le dis. Il y en a où Ouais. je me désinscris et tout. Donc, est-ce que aujourd'hui on peut considérer ça comme un courrier indésirable? Alors, pour avoir un peu fait de marketing, je pense qu'aujourd'hui on a des règles en termes de RGPD, donc les règles de gestion des données et tout ça, qui obligent les entreprises à mettre en place des mécanismes pour qu'une personne puisse refuser ou décider de sortir en fait des bases de données. Donc c'est embêtant de recevoir des newsletters, Mhm. mais je pense qu'il faut des fois se poser en tout cas en disant bah tiens, c'est quoi les newsletters qui m'intéressent plus et justement aller se désabonner.
tout simplement. Parce qu'en principe, un acteur qui respecte toutes les règles européennes de gestion de la donnée personnelle, ou plus globalement qui respecte les règles de gestion marketing, tout ça, automatisation du marketing, va avoir des mécanismes en place pour que un utilisateur puisse dire, bah tiens, moi j'ai plus envie de recevoir tes emails, sors-moi de tes bases de données et arrête de me spammer. Donc des fois, faut juste prendre le temps de se dire, bah tiens, appuyer sur le bouton désabonner ou alors si c'est mal fait, hein, contacter ces acteurs-là en leur disant, arrêtez de m'envoyer des mails. C'est ça. Et est-ce que quand on fait un benchmark, tu penses que c'est pour s'inspirer ou c'est pour voler sans se faire prendre? Un benchmark, oula. S'inspirer. Bah, je pense que le benchmark, il a plusieurs vocations. Des fois, c'est pour sonder en fait le marché et dire bah, quelles sont les meilleures solutions qu'on a sur le marché. Donc, ça peut être un côté un peu inspiration. Le côté vol, je dirais pas vol, je n'aurais pas formulé comme ça. S'inspirer fortement. Ça peut être ça aussi. Mais oui, effectivement, ça peut aider à prendre des décisions assez rapidement. Et puis bon, on est dans un monde qui est assez ouvert aujourd'hui, donc faut pas sortir le fouet pour les personnes qui font des benchmarks ou qui s'inspirent des idées des autres. Et pour réussir, il vaut mieux avoir une bonne stratégie ou une super excuse quand ça rate? Les deux. Un peu des deux. Parce que la Intéressant, stratégie, déjà, ça permet de structurer un petit peu ce qu'on veut faire. Et l'excuse derrière, quand on se rate, et puis bon, l'échec, ça fait partie de notre vie, hein. Donc, quand on se rate, on peut avoir une excuse. Par contre, faut essayer de rebondir, peut-être réajuster sa stratégie. Donc, en fait, on va jongler entre les deux. Donc, on a terminé. Tout s'est bien passé. Tu as vu, la surprise, c'était pas si compliqué. Non, non, j'ai bien aimé en tout cas, merci. C'était parfait. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau et j'espère que ton parcours va inspirer d'autres personnes. J'espère aussi, en tout cas. Est-ce que tu as un mot de fin, quelque chose que tu veux rajouter? Déjà, je dirais un grand merci, en tout cas, à Eureka Talent pour l'invitation. C'est vrai que je suis sur le début de ma carrière, donc je ne m'attendais pas à inspirer les gens. Mais en tout cas, si la modeste expérience que j'ai eue et le parcours qui peut être considéré comme atypique par certains peut inspirer d'autres, c'est avec grand plaisir, en tout cas. Et puis, de toute manière, je suis dans une démarche aussi de vulgarisation de la connaissance, de la compétence et des parcours. Donc, je trouve que c'est une bonne initiative que vous avez prise. Et c'est avec grand plaisir, en tout cas, que j'ai participé à cet échange-là. J'encourage les autres à emboîter le pas, en tout cas, en proposant des parcours divers et variés. Et puis, si je parle de manière un peu générale, faut se dire qu'un métier n'est pas fait pour un type de personne. On peut commencer à un point A et se retrouver à un point B en prenant des raccourcis, en prenant l'autoroute, en prenant des petites routes, mais au final, on arrive à atteindre nos objectifs. Donc, faut pas se fermer des portes et il faut toujours essayer. Merci Chérif d'être venu sur ce plateau, ça nous a fait plaisir de t'avoir avec nous et de découvrir ton parcours. On a parlé de consulting en transformation numérique, donc je sais que vous avez appris beaucoup de choses. Ce que moi je retiens, c'est surtout l'aspect humain, le fait qu'il faut être curieux, le fait qu'il faut se fixer des objectifs et ne pas hésiter en fait à se challenger pour pouvoir les atteindre. Donc si le parcours de Chérif vous a inspiré, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et à le retrouver aussi sur LinkedIn finalement avec son nom, Chérif Traoré tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser en commentaire. Et on se fera un plaisir d'y répondre. Si vous voulez passer sur la chaîne, parler de votre parcours et que vous savez que vous avez quelque chose d'atypique à montrer, écrivez-nous aussi par email qui est dans la barre de description. C'était Fabrice Loredana et à bientôt pour découvrir une nouvelle pépite.